Honorable Kissi Jean, bonjour. Bonjour, cher. Voilà. Bonjour aux auditrices et auditeurs de votre chère radio. Dieu merci, vous êtes arrivés sains et saufs. Merci à vous Sinon, aussi. ceux qui, peut-être en ce moment même, ont connu un accident et qui vont être envoyés ou convoyés par les services de sapeurs-pompiers pour aller aux urgences de CHU Sylvanus Olympio ou bien CHU Campus, Dieu sait ce qu'ils endurent. Non, vous avez raison, vous avez raison. Je crois qu'il y a eu, il y a quelques jours seulement, une décision du président Patrice Talon qui a décidé d'aménager 4 grands hôpitaux de qualité dans le pays. Au Bénin. Au Bénin. C'est une solution salutaire. Et j'ai l'habitude de le dire que le Togo a plus de ressources que le Bénin. Ça, c'est clair. J'ai l'habitude même de le citer ici. Ressources minières. Le produit de rente que les Béninois exploitent encore, c'est le coton. Mais nous avons ici du phosphate, nous avons du ciment, nous avons du marbre, il y a même le manganèse qui est découvert. Le manganèse, voilà, l'or, le fer. Il y a tout un tas de méli-mélo dans la mer. Autour du carburant et du gaz, on n'en sait pas grand-chose. Il y a des dossiers secrets là-dessus. Et puis en dehors de ça, nous avons du cacao, nous avons du beurre de karité. Et le Bénin ne peut que nous envier au niveau de toutes ces ressources dont nous disposons. Alors, qu'on soit en mesure de faire des choses là-bas et que nous ne soyons pas un nouveau gouvernement, un tout jeune venu, que nous ne soyons pas en mesure de faire, c'est quand même grave. Il n'y a pas d'excuse à ce niveau parce que quand les Togolais sont malades, ils vont aux soins soit au Ghana, soit en Côte d'Ivoire. Le plus souvent. Voilà. Mais pourquoi les Togolais se comportent ainsi? Pourquoi? Mais c'est la médiocrité au niveau de la gestion du pays. Moi, j'ai dit, le Togo est un poisson qui est pourri par la tête. Et par conséquent, si vous ne réglez pas le problème là-bas, ça ne va pas évoluer. C'est de la médiocrité. Vous croyez qu'il n'y a pas de capacité de faire un hôpital de renom ici? C'est-à-dire qu'un seul, où dans les situations extrêmes, on amène les gens. Et là, les députés peuvent y aller, les ministres peuvent y aller, les enfants du Premier ministre peuvent y aller, les enfants du président de l'Assemblée nationale peuvent y aller. Mais on est incapable, en 50 ans d'indépendance, de faire ça au Togo, que ce soit un premier projet pilote d'expérience qu'on fasse au Togo. Moi, je crois. Peut-être qu'au niveau où on n'est pas encore de multiplier les hôpitaux de qualité, les hôpitaux de pointe dans toutes les préfectures du pays. Peut-être pas dans toutes les régions. Mais pourquoi ne pas faire au moins un seul exemple où on sait que dans des cas extrêmes, on n'est pas obligé de faire évacuer la personne d'urgence et qu'au moins là-bas, on peut lui donner les mêmes soins, quitte à ce que ça coûte le prix. Mais le temps de prendre un avion médicalisé... Ou bien on n'a pas de personnel qualifié? Non, c'est au niveau du gouvernement que ça doit se décider. C'est dans la politique, c'est dans l'orientation politique du pays que ça doit se décider. Si le gouvernement togolais décide de construire un hôpital de référence, je ne sais pas, à Thiévier, à Ngotien, ça c'est sur la nationale numéro 1. Si c'est le seul hôpital de référence qu'on construit, ça doit être sur un axe où toutes les préfectures débouchent vers là. Mais ce n'est pas difficile. Même si c'est de là qu'à 100 km, on fait venir des gens avec des voitures médicalisées, ça coûte moins cher que de faire évacuer quelqu'un en Europe pour aller le soigner. Et ça va coûter moins cher compte tenu de la main-d'œuvre que les hôpitaux européens. Parce que une sage-femme ou bien un infirmier togolais ne peut pas coûter plus cher qu'un infirmier français. Oui. Les infirmiers français, ils sont dans la marge de 2500 € à 3000 € aujourd'hui. L'infirmier togolais ne prend même pas 100 000 francs. Ça veut dire que même pas 150 €. Ça veut dire que les soins ici seront nécessairement moins chers que ça. Et il n'y a pas longtemps, vous vous souvenez de mon ami qui est à la primature, conseiller du Premier ministre, qui, j'oublie son nom, comment je peux oublier le nom de cet ami cher? Du Premier ministre qui a eu un accident et qui, parce qu'il n'a pas pu arriver jusqu'à l'hôpital, qui a été soigné en Ngotien. Il a été enterré à Takpamé. Voilà, du monde sportif. Vous vous souvenez, c'est quand même aberrant.
C'est quand même criard. Ça, c'est des événements qui doivent nous donner... Un ministre dans ce pays avait piqué une crise ou bien avait fait une crise de, je pense bien, de Yves Bété. Yves Bété, voilà, mon ami Bété, voilà, qui avait trouvé la mort parce que le temps de l'évacuer de ce point à ce point-là, on ne pouvait plus lui donner les soins. Alors que les gens l'ont vu après l'accident, lui-même, il s'est levé, il est rentré dans le véhicule qui devait le ramener. Mais c'est terrible. Moi, quand vous êtes un Premier ministre, votre conseiller, ça se passe comme ça doit déclencher un blackout chez vous, un sursaut où vous dites non, il faut faire quelque chose. C'est peut-être ces événements graves, mais c'est à partir de ces événements qu'on réalise de grandes choses. Mais si tout ce qui se passe, vous continuez par mettre la main dans la poche et évoluer, marchant comme si rien n'était, c'est vraiment dommage. En tout cas, voilà le cas, par exemple, hier au centre, à l'hôpital secondaire de Baie, une maternité où il y avait beaucoup de femmes enceintes qui voulaient faire la consultation. Elles n'ont pas pu hier matin parce que la maternité était fermée puisqu'il y avait des puisards, des fosses septiques à côté qui dégageaient véritablement des odeurs nauséabondes et insupportables. Personne ne pouvait supporter. Il n'y avait pas les moyens. Vous pouvez imaginer ça? Vous pouvez imaginer cela. Vous pouvez imaginer les effets secondaires que ça peut avoir, parce qu'on a l'impression que ça n'est pas d'effet direct, mais ça peut avoir d'effets secondaires sur des malades qui sont déjà malades et qui sont fragiles. Parce que dans la maladie, vous savez, il y a un certain nombre de maladies qui se déclenchent parce que la personne est dans une situation favorable. Il aurait eu les mêmes situations, si ce n'est pas dans une situation favorable, ça n'allait pas déclencher la maladie. Des gens dans cette situation-là, ces trucs vont causer des effets chez eux. Mais c'est inadmissible qu'on vienne dire que, oui, dans un hôpital, il n'y a pas un puisard qui est vidangé ou qu'une partie du puisard est cassée et qu'on ne trouve pas des moyens d'urgence de régler ça dans les minutes qui suivent. Voilà le pays dans lequel, voilà le pays dans lequel nous sommes. Pas à l'extérieur, c'est dommage. C'est dommage. Et c'est dans ce même pays qu'on a envie que nous disions qu'il y a des choses qui se font et que tout ne peut pas se faire en un jour. Non, c'est quand même... Il arrive un moment où on dit c'est trop, quoi. Alors, j'aimerais vous poser cette question. Vous êtes député à l'Assemblée nationale et vous êtes élu au nom du peuple togolais. Alors, quelle est en principe la relation entre le député et son électeur? Quelle doit être la relation? Non, mais c'est simple. La relation entre le député et son électeur, notre travail nous oblige à faire des textes pour protéger les populations, pour donner satisfaction aux populations des grands problèmes dont ils connaissent. Ça veut dire que s'il y a un problème quelque part qui touche un groupuscule de personnes, un groupe de personnes, un canton, une ville ou toute une préfecture, on peut vous interpeller. Et quand on vous interpelle, vous devez voir, compte tenu de la gravité du problème, est-ce qu'il n'y a pas de loi dans le pays qui permette de gérer cette situation? S'il n'y a pas de loi, alors il faut il faut prendre des dispositions, faire du lobbying pour que dans ce domaine-là, il existe des lois. C'est pour ça que le rôle premier du député, c'est de légiférer. Alors, en secondo, s'il y a des lois, vous devez veiller à ce que cela soit appliqué. Si ce n'est pas appliqué, vous devez faire un contrôle parlementaire de l'action de l'exécutif pour voir pourquoi ce n'est pas appliqué, etc., etc. Vous pouvez, dans un troisième temps, porter des doléances des populations aux gouvernants, à ceux qui, parce que dans la République, il y a le législatif, il y a l'exécutif. C'est pour ça que dans la plupart des démocraties, lorsque un ministre, un député veut voir un ministre, il n'a pas besoin de temps, parce que le député qui vient, c'est comme une délégation d'une frange de la population qui vient demander quelque chose. Donc, quand il y a une préoccupation, il y a une doléance, vous pouvez le porter à un membre de l'exécutif. C'est pour ça même que dans la tradition républicaine, chez un certain nombre de personnes, comme en Angleterre, tu ne peux devenir ministre que quand tu es député ou quand tu as un autre mandat. C'est-à-dire que sans un mandat, tu ne peux pas être nommé pour gérer la chose publique. Il te faut un genre de mandat. Soit c'est un mandat de bourg, de maire, ou un mandat de député. La plupart sont d'ailleurs des députés. Si tu ne passes pas par ce mandat-là, tu ne peux pas devenir ministre. Parce que tu dois avoir ce mandat-là. Pour eux, la gestion de la chose publique est liée nécessairement à un mandat. Donc, ça ne peut pas être on en ne l'air pas comme ça. tout Kidam ou n'importe quel Kidam pour venir gérer les affaires publiques. C'est-à-dire que dans un acte, les populations doivent vous avoir donné la possibilité, un mandat, une représentation pour aller faire quelque chose en leur nom avant que vous ne puissiez même gérer leur argent en leur nom. Voilà comment ça se passe en Angleterre, par exemple, et dans beaucoup de démocraties. Aux États-Unis, ça se passe de la sorte que même si vous n'avez pas un mandat populaire direct,
vous avez besoin de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Congrès réuni. Ça veut dire que là-bas, si vous êtes nommé ministre, si vous êtes nommé membre de la Cour suprême, etc., si vous êtes nommé même ambassadeur, vous êtes obligé, lorsque le président vous choisit, de passer par une de ces instances pour avoir l'aval avant de partir. Ça veut dire que vous n'avez pas un mandat populaire, mais ceux qui sont nantis du mandat populaire vous donnent le OK. Oui. C'est le président qui vous donne choisit. l'onction avant de partir. C'est le président qui vous choisit, mais le mandat, c'est-à-dire l'onction, ne peut venir que de quelqu'un qui a une représentation populaire. Est-ce que le président peut nommer, mais ceux-là peuvent toutefois rejeter? Oui, ils ont rejeté beaucoup, ils en rejettent beaucoup. Vous vous souvenez, entre-temps, il y avait un problème d'ambassadeur qu'on devait changer ici, ambassadeur des États-Unis au Togo, qui a traîné. C'est parce que le dossier avait traîné au Sénat et que le Sénat avait d'autres choses à faire. Il y avait que le dossier n'était pas passé. Donc tu t'imagines, même pour être un ambassadeur, tu es obligé, après ta nomination, de passer par le Sénat avant d'être autorisé à être ambassadeur. C'est pour ça que nous demandons les réformes. Même si vous êtes du même bord politique que le président? Oui, quel que soit, quand lui vous nomme, lui, l'onction qu'il prend le permet de désigner la personne que lui croit être capable de l'aider à faire le travail. Oui. Maintenant, quand il désigne, il va devant une représentation. Et la représentation étudie sa probité, etc. Et tout ça, il dit, oui, celui-là peut faire le travail avec vous. S'il ne peut pas le faire, ok, vous le laissez, mais c'est même le président qui prend encore un autre et qui vient dire, est-ce que celui-là, il peut le faire? C'est comme ça que ça se fait, et ce qui fait que tout le monde sent en lui un minimum de mandat à partir du moment où tu passes là-bas. C'est pour ça qu'aux États-Unis, par exemple, vous voyez, on ne gomme pas les ministres après 1 an, après 2 ans, comme on a l'habitude de les enlever ici. Ici, on prend le ministre après 1 an, 2 ans, on l'enlève et vous l'avez dans la ville. Celui-là a le mandat de ministre, mais c'est parce qu'il est passé ça de manière brève. Il est quelquefois sur Zémidjan. Il y a des ministres qui sont morts sur Zémidjan ici. Donc, la structure de ces pays-là ne permet pas à ce qu'on vienne dans ces situations-là parce que ça n'honore pas la République. Et vous avez dit tout à l'heure que les députés, des fois, portent les doléances des populations ou de leurs électeurs vers les gouvernants. Tout à fait. Alors, là, je m'en vais vous poser cette question. On s'en souvient, la presse en a fait cas de la semaine que... Il y a un village au niveau donc de la préfecture de Tchaoudjon, nous sommes dans les confins de Sokodé, où un village où le toit de l'école a été enlevé il y a pratiquement 1 an et demi. Mais les députés sont partis là et puis lors du vote, il y a eu seulement une partie qui n'était pas totalement enlevée où on a pu voter. Mais depuis lors, le toit là n'est pas encore refait jusqu'à aujourd'hui. Et le député élu de la localité aurait préféré aller construire un hangar pour les émigrants. Voilà. Et maintenant, ici, à Lomé, il y a encore des députés élus. Voilà, les lampadaires placés sur nos routes, les routes nouvellement construites, les lampadaires sont totalement, d'autres tombés, d'autres cassés, etc., etc. Et vous êtes là, vous, les députés élus, vous ne dites absolument rien. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas vrai qu'on ne dit rien. Je vous donne un exemple illustratif. Et moi, c'est ça qui me cœure dans le pays. C'est-à-dire, moi, c'est ça qui va me tuer. Je vous donne un exemple illustratif. Je crois que c'était même chez vous ici. Je vais vous faire le rappel et on va se rappeler ensemble. Vous vous souvenez du parc PVO et du parc Épervier? J'avais fait un dossier sur le parc PVO et le parc Épervier. Un dossier prémonitoire, c'est-à-dire qu'avant l'accident, avant que le parc ne brûle, moi j'avais fait un dossier. En tant que député, j'ai écrit au directeur général du port autonome de Lomé sur la situation de ce parc-là. Comment est-ce que le ciment qu'on emmagasine dans le parc Épervier détruit des choses au parc PVO, les risques qu'il y a au parc PVO, etc. J'ai fait un dossier. Malheureusement, je ne savais pas qu'on allait parler de ça. Sinon, j'allais encore amener la copie de la lettre. Et je vous en prie, Joachim, j'ai envoyé une copie de cette lettre que j'ai envoyée au directeur général du port. J'ai envoyé une copie au ministre de l'Environnement. Je ne mens pas, je suis là, je le dis publiquement. Mais le directeur général du port ne m'a jamais répondu. Moi, député de la République, je ne suis pas député de Lomé. Lorsque les gens sont venus me voir avec le dossier, j'ai dit, mais il y a plein de députés de Lomé. Mais vous êtes venus me voir. Bon, ils ont dit, mais c'est toi que nous écoutons, ben, on veut que tu traites ça. Les gens m'ont amené jusqu'au PVO, moi-même, pour aller faire le tour du parc et voir les dégâts. Et constater de visu. J'ai même pris des photos avec notre appareil WhatsApp là, et constater de visu. Je suis venu. Quelle est la direction à prendre? Mettre ça dans la presse, est-ce que ça suffit ou bien saisir les concernés? Alors j'ai décidé d'écrire au directeur général du port, avec ampliation au ministre de l'Environnement, comme c'est des questions d'environnement aussi. Le directeur général du port n'a jamais daigné me répondre à ce jour. Mais dans ces conditions-là, je n'ai pas de pouvoir de coercition pour le faire dégager de là où il est. Vous voulez que je fasse quoi?
a dit c'est trop facile de dire député, député. Les députés togolais, d'abord, on est minoritaire à l'Assemblée. Et c'est pour ça que j'ai utilisé dans mon langage ici un jour, j'ai dit, et je me souviens un jour, le député Kampatib l'a répété, que nous sommes une minorité minorisée. Permettez-moi le mot. C'est ici que je l'ai dit. Oui. Et dans le même temps, vous faites des doléances, les gens... Souvenez-vous de ce dossier de ce dossier qui m'a fait dégager à l'Assemblée lors de l'étude du budget. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y a eu une crise lord de l'étude du budget. Entre et j'ai vous et le claqué ministre, la vous porte, avez claqué la porte. du budget Oui. entre moi et le ministre Ayassor, qui a eu une répercussion sur ma soeur, la présidente de la commission des finances. Ce dossier-là, c'était le dossier des mines et le dossier des constructions des habitats à loyer modéré. Parce que il y avait une disposition qui supprimait l'argent que les sociétés minières payaient aux préfectures, aux localités abritant les mines, gardant plutôt l'argent qu'on paye à l'État. Alors, c'est là où je me suis rebellé. Je dis, mais quand on exploite des mines dans une localité, la priorité, c'est de trouver quelque chose aux gens de la localité. Oui. C'est ça qui est l'essentiel, parce que l'État a d'autres ressources. Je suis d'accord que les impôts doivent être payés, mais les taxes professionnelles et autres qui sont payées aux localités, mais c'est ça la priorité dans tous les pays du monde. Et c'est sur ce dossier, la modification de ce passage-là, que le ministre n'a pas voulu accepter et qu'on n'a plus voulu me donner la parole et que j'ai claqué la porte, je suis parti. Donc on a fait tout ça. Tu écris, on ne répond pas. Tu claques la porte, après on dit, dans ces conditions-là, ce n'est pas à moi qu'on a mis les armes dans les mains pour aller régler les problèmes. Je fais quoi, Joachim? Dites-moi. Vous êtes bloqué. Oui. Oui. Amen. C'est pour ça qu'il faut changer ce régime-là. Il faut changer le régime. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord sur un plan, sur la question de la limitation de mandat et la question des deux tours de scrutin. Mais la question du régime politique est autant importante pour moi. Pour moi, au même diapason, sinon même plus que les autres. Parce qu'il faut arriver dans un régime où les ministres individuellement ont des responsabilités devant l'Assemblée. Ça veut dire que la motion de censure ne doit pas être destinée tout simplement à un Premier ministre, mais la motion, de toutes les façons, moi je ne veux même plus de Premier ministre. Mais la motion de censure doit être destinée à chacun des membres du gouvernement. Ça veut dire que s'il y a des événements... Là, graves vous qui se optez passent- pour un régime parlementaire? Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours opté pour un régime où le pouvoir le plus extrême soit à l'Assemblée. Moi, j'ai toujours opté pour un régime, même s'il y a un président de la République. J'ai toujours opté, comme le président burkinabé l'a dit la dernière fois, qu'il veut faire des réformes pour donner beaucoup plus de pouvoir à l'Assemblée. Je considère, les États-Unis ont un régime présidentiel, mais le pouvoir le plus élevé, c'est au niveau de l'Assemblée. Et c'est pour ça même, quand vous allez aux États-Unis, vous allez au siège, vous allez à la Maison-Blanche, et vous allez au Capitole, qui est le siège de l'Assemblée nationale, vous voyez que c'est le jour et la nuit. Le Capitole est géant, maros, surplombant, grandiose, alors que la Maison-Blanche est soft. Et les Américains, quand vous discutez avec les politiques, puisque je suis allé dans le cadre d'un voyage politique, ils vous disent que c'est pour marquer la nature du régime qu'ils ont dans ce pays-là. Donc moi, je suis pour un régime... Pour où signifier que l'Assemblée- le Voilà. Parlement ou l'Assemblée nationale a beaucoup plus de poids Voilà, que le truc le là. président. C'est vrai que dans le protocole d'État, Oui. le protocole d'État, la première personnalité de l'État, c'est C'est le le président. président de la République. Ça, c'est lui en tant qu'institut personnel, dans le protocole d'État. Mais dans les pouvoirs d'État, le premier pouvoir, il y a le pouvoir législatif. Du sorte que c'est le pouvoir législatif. qui En tout contrôle cas, tout je le me monde. rappelle bien, Barack Obama a voulu faire passer une loi sociale, je crois bien, C'est ça, mais ouais. les parlementaires n'ont pas du tout donné leur aval. Leur aval. Et Et- c'était bloqué. Voilà. Et il était Il a même obligé- pensé faire passer aussi une loi sur la possession ou le port d'armes. Voilà. Cela aussi n'a pas pu passer. Et sur la santé, il a été obligé lui-même d'aller faire les couloirs de l'Assemblée avant. C'est comme ça se passe. Normalement, dans la République, les ministres, ils sont dans les couloirs de l'Assemblée pour faire passer. S'ils ont vraiment envie de gouverner, et s'ils ont de la compétence pour gouverner, ils passent au minimum 30% de leur temps. Vous allez en visite à l'Assemblée nationale allemande, au Bundestag, vous voyez les ministres dans les couloirs du Bundestag. Et ils sont en train de circuler. Leurs sacs et leurs armes et leurs dossiers entre les aisselles, ils sont en train de circuler, etc. pour chercher. Pour convaincre. Voilà, pour convaincre. Voilà une république. Est-ce que vous êtes courtisé de la sorte aussi au Togo? Au Ouma. Allons-y maintenant. Vous êtes député et vous avez également vécu une situation, en tout cas la préfecture dans laquelle vous êtes élu. Il y a un problème sur l'exploitation minière, mais il y a 3 jours,
les populations de Abobo, Zéglé. Nous sommes dans le canton de, je ne sais pas si Djaglé, c'est le canton d'Abobo, alors dans la préfecture de Zio. Alors, ceux-ci ont voulu aussi manifester pour exprimer leurs revendications. Mais les soldats ne leur ont pas permis, disons les forces de sécurité déployées ne leur ont pas permis de pouvoir venir s'exprimer. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup de blessés. Nous avons été là et quelques-uns se sont prononcés. Écoutons les victimes qui ont subi quelques sévices corporels. Donc on va avec 2 semaines, alors 3 semaines, quand on va, mi bon obi mi java, ben commune dia parce que mi le jombe si chat temi le. Mi la novembre, mi va gbleni gbon kudo ekoko mi tua. Onu yo ho. Anigba gbogbo temi la dagbeji mi adu no, o so ipa. Des états là, on va so un lo parce que tu ko ka fi la so un lo no. Wa o so gari so perinti, mi a de kaje bi o tere keji mi abo gbon ya mi tere o gba no, mi le pon de gbo. Mi va be wa de pompe tete le jombe, mi a pon eti tete ni mi anu, si kon le timi le jombe. Asimi mi la bon mi la plein fi mi anu ko ka mi la lo me ken gbala plein la va dala ko mi la. Kondi tam le jombe. Ni ato mo mi la nga isa me ko mi gbala do le jombe. Mo mi agble ko ji dole wu mi ko ku so jon ba. Ti so jon le da gas, o le datu. On le promis, via au premier au passagado, quand on doit se 30 nénés, on va passagado, tout cas que mes communes le recabo la ligne à dos, pogna, barabara, cao, plando, et on va les conduire, et on va les coloa, nous les donnons à Dieu, nous les peuvent les donner. Voir nous communes, les dianos, il y a un quartier qui compte en bout de ma vie, on l'a pas, les rocos, toi, amoro, ton macendo, mais non, on l'a pas, on réaliser une équipe, on va oublier, on l'a oreke, on m'y entend les filles, ça, modo, ça, ça, les filles, nous, tout pas même plan, on va de midi, à la motion, 60 Vikala kwa gala ba do feso mundo afu no vine gbama nu sila ke mu nsia mo to bono anyi ya mo vudu bono che o ba to ko ko be ita mo lebo o vudu da fa wa ko che ko kan kan no patapata ntontola o kla kula lo to o ke fi o ke to na de fi fi a o kla kula to be be to alo ya ko fe o to le ka de gbogbo no da chinchi no o na ko ko ni na fai no mo de fi na ko fi a o blai no. Voilà quelques victimes que vous avez écoutées en EV qui expriment n'avoir pas voulu violenter les soldats, mais ceux-ci, en tout cas, les ont copieusement bastonnés. Mais qu'est-ce que les populations revendiquent au juste? On réécoute certains. Ciment le mien bon, ni moi quoi gbede peton. O pompier tué au forage au bout de nemi ma dodo. Ciment nous ciment de mien ga tué. Tout ko rote timan lo ko timan yo. Yi ko mi le fo pe kaka yi mi fa. O mo so chu. O mo so o mo so yo. O mo so bo so jo ko wa kan. Fu mi so kaka. Esa mi ja jo mi so bo. Ba mi cha alo mo doka o mi le. Ga mi se kaka le mi bo ji kaka gumi. A wo nya ya ko ba de so jo de mi do. Ko mi ko ka di ko te mi de ni pomia bodo la bobon te on via du quoi le goyal du quoi le yi ti o gbo le bi o bonare no pe le yon ji ti o ko yo wa ni gbon bonare yo so odon abobo du quoi gbo ka ke voir e me gbe du quoi poto la ya dudu mo e si melo mu de gbo mo lo e yon wo cha o le pe mi an so ji agbe de po de kan gbale mi se mi o po ka tete tete ati se ha ya ni ba fi ka de dablo mi le ya dudu ngam ga se gam skulu ko be asure mi o de ya de mi ajo o mo ti skulu wa dana mi o ti o lo vi ko ti arina e ko ji tete di mo le mi gbo sa ji mi le gbo ya le jo mo su bo mi nya ni kemle de o le jo mo voilà. Donc, les populations qui demandent de l'eau potable, la construction des infrastructures socio-éducatives, notamment un centre de santé, une école et également peut-être un marché et aussi s'occuper de leurs besoins parce que les terres cultivables ont été spoliées. Alors, honorable Kissi, vous aussi, vous avez eu à travailler sur ce genre de dossier dans la préfecture de Vaud. Et par rapport à cette situation, en tant que député, avez-vous pu faire aussi quelques investigations? Non seulement que j'ai eu à travailler sur ces situations dans la préfecture de Vaud, mais le problème du phosphate est pris comme un problème d'ensemble. Je fais partie du comité. Le problème de Vaud, on a mis en place pour la gestion des difficultés du phosphate, un comité rassemblant les 3 préfectures. Vaud, Zio et Lac. Vaud et Zio, où on exploite le phosphate, et Lac, où il y a le WAF, où il y a le siège de la société, et où on fait le dernier lavage à la mer, vous savez, avant que les bateaux ne vous savez d'où je parle. Donc, il y a un comité technique qui rassemble, si je dois dire, près de 100 à 120 personnes. Ça rassemble tous les CVD de tous les cantons concernés par le phosphate. Ça concerne tous les députés des 3 préfectures et tous les préfets des 3 préfectures, tous les présidents de conseil
des 3 préfectures, le comité technique regroupe tous ceux-là. Et le comité technique se retrouve de temps à autre. Maintenant, comme c'est 120 personnes, au sein de ce comité technique, il y a un petit comité de suivi. C'est-à-dire qu'un petit comité qui puisse travailler tous les mois, tous les 2 mois, etc. Un petit comité de suivi auquel je participe même. Et ce comité de suivi s'est retrouvé encore le 8 août dernier. Au début du mois dernier, de ce mois-ci où nous sommes, ça veut dire il y a 2 semaines, sur ce problème-là, ce comité s'est encore retrouvé, présidé par le préfet de Vaud. Donc ce comité s'est retrouvé et on a étudié ce problème de Zéglé-là. C'est vrai que les problèmes qui ont été soulevés pour la dernière réunion, Zéglé n'était pas dedans, mais lorsqu'on était allé, alors les gens de Zéglé aussi étaient venus et en même temps, en fin de discussion, on a pris le problème de Zéglé. Voilà, donc je suis concerné à travers ce comité-là. Puisque vous faites partie du petit comité, le comité restreint. Donc ce n'est pas une question de Vaud et de Zio. Alors, ce qui s'est passé à Zéglé est dommage, est vraiment dommage. Et j'ai l'impression que le filon qu'il faut tirer là-bas, c'est le manque de représentants élus des populations au niveau local. Parce que jusque depuis avant-hier déjà, moi j'ai envoyé des gens sur le terrain. Lorsque les événements se passaient, j'ai envoyé des gens sur le terrain pour voir. Et on m'a fait le compte rendu. Ils étaient allés même au moment où les gaz lacrymogènes tiraient, etc. Au moment même où le gendarme n'était pas encore mort. Parce que hier, la révélation disait qu'il y a le gendarme qui était blessé, qu'il était décédé. Alors, on va essayer ensemble de voir, de chercher pour voir. Oui, c'est l'information que j'ai eue hier. Et j'ai été chez le préfet de Vaud hier. Il dit qu'il a eu aussi la même information que nous sommes en train de vérifier. Alors, lorsque les populations veulent faire une manifestation, la demande de manifestation est adressée normalement au président de conseil. Voilà, au maire si c'était à Lomé, au président de conseil si ça concerne... Faites allusion au président de la délégation spéciale. De la délégation spéciale, au président de la délégation spéciale de la préfecture. Pas de la ville, de la préfecture, lorsque ça concerne toute la préfecture. Alors, comment est-ce que la vie de manifestation s'est passée? Parce que les populations ont dit, c'est un dossier qui dure depuis près de 3 semaines, qu'ils étaient en train de discuter avec les autorités sur ce dossier. Comment est-ce que la vie de manifestation s'est passée et que ce n'est pas les autorités locales qui sont allées, lorsque les événements ont commencé, discuter avec les populations et que c'est les gendarmes qui ont atterri sur le terrain avec des gaz lacrymogènes? Ça, jusqu'à présent, je ne comprends pas. C'est ça qui ne doit pas exister dans une république. Parce que apparemment, les populations ont évoqué beaucoup de choses, mais suivant les informations que j'ai, c'est en fait une situation qui a dégénéré. Tout ça aurait pu encore se gérer malgré les doléances des populations s'il n'y avait pas cette escalade de la situation. Parce qu'en dernière minute, j'ai cherché, j'ai fait des enquêtes. En dernière minute, ce qui est révélé, c'est que les bâtiments qu'on est en train de construire pour les populations, les menuisiers et les maçons qui viennent sur le terrain, on ne leur paie pas. Alors, comme ils ne veulent plus continuer le travail, les populations disent qu'eux-mêmes, ils ont décidé de vendre le ciment qu'on a amené pour faire le travail, pour pouvoir payer les menuisiers et les maçons. Et voilà un peu ce que la société voulait interdire. Et c'est-à-dire que c'est cette petite étincelle-là qui après est devenue, voilà, cette escalade. Et effectivement, par rapport à ça, effectivement, nous aussi, nous leur avons posé la question de savoir pourquoi ils voulaient vendre le ciment. Ils disent que on amène seulement le ciment sans mesure d'accompagnement pour qu'ils payent les gens et que cela soit fait rapidement, le plus tôt possible. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que, vous savez, même sur nos chantiers privés, Joachim, pour ceux qui ont un peu construit ou leurs papas ont construit, sur vos chantiers privés, si vous amenez le ciment et qu'il n'y a pas le reste et que le ciment traîne là-bas longtemps, ça dit aussi. On va voler? Non, on vole. Même les maçons qui sont sur le terrain, mais vous imaginez le nombre de ciments qui vont partir. Alors, sur un chantier public où on doit construire des bâtiments de relogement pour les gens, vous imaginez quand on amène le ciment, on n'amène pas en même temps les mesures d'accompagnement, on n'amène pas ce qu'on doit payer au menuisier pour le coffrage, on n'amène pas ce qu'on doit payer pour le maçon, pour faire les briques, etc. Vous imaginez que il n'y a que ça qui puisse se passer. La violence, quelle que soit sa source ou son origine, elle est condamnée par tous. D'accord, et nous la condamnons. Je suis d'accord. Mais est-ce que cette situation pouvait toutefois l'éviter? Mais c'est-à-dire que c'est ce que je dis, que c'est malheureux ce qui se passe. Normalement, il doit y avoir des décisions qui doivent être prises. Parce que regardez cette situation-là, c'est quand même pas des revendications, c'est-à-dire que ce n'est pas le socle des revendications dont nous sommes allés discuter le 8 août qui ont causé la situation. Non, c'est un incident dû au fait qu'on laisse les maçons travailler pour un temps.
on amène du ciment, mais on ne paie pas aux maçons et que les populations ont décidé de vendre leur ciment pour payer aux maçons pour qu'ils continuent le travail. Alors, il y a une responsabilité à situer là-bas. Donc, voilà un peu l'incident qui a fait déborder. Et il y a mort d'homme. Mort d'homme. Mais s'il y a mort d'homme dans cet incident comme ça, on ne peut pas continuer à regarder tout ça, à mettre la main dans la poche là. Il arrive un moment, gouverner, c'est gérer les affaires, c'est agir. Gouverner sans agir, c'est abdiquer. Ils ne peuvent pas. Et on ne peut pas s'asseoir dans son château, on a l'impression que tout ce que les gens disent, ils n'écoutent pas. L'essentiel, c'est que lui, il est en sécurité dans son château. Est-ce que le chef de l'État, on en a besoin de lui, on a besoin de lui. Est-ce que le ministre de tutelle ne peut pas aujourd'hui agir, de même que le Premier ministre? Mais alors, qui a besoin de taper du poing sur la table? Tous ces événements dont nous parlons là, les ministres n'agissent pas, ou tel n'agit pas. Qui a besoin de taper du poing sur la table? Qui peut? Qui a le pouvoir ici pour taper du poing sur la table? Pour dire que non, pour qu'il n'y ait pas de ces genres de médiocrité encore dans ce pays. Je donne un exemple. Je vois au niveau du ministère, au niveau de la société, qui a fauté, qui a commis les erreurs, etc., qu'il faut les sanctionner. Et que je vais taper au plus haut niveau pour que ça donne un exemple, surtout qui a mort d'homme. Même si on va faire les enquêtes pour voir si vraiment ce gendarme est décédé, l'information est confirmée de plusieurs niveaux. Moi, je dis, la vie humaine n'a pas de prix. Pour moi, une seule personne qui décède, même si c'est un gendarme, ou si c'est un militaire sur son terrain d'opération, ça n'a pas de raison d'être. Parce que le gendarme, c'est un homme après tout. C'est un parent pour nous, après tout, qui décède. C'est un Togolais. Voilà, c'est un Togolais après tout. Ça n'a pas de liaison, ça n'a pas de raison d'être. C'est pour ça que moi, dans les manifestations, je dis que la vie humaine n'a pas de prix. Maintenant, l'autre corollaire aussi, c'est que, vous-même, vous savez, quand on fait des manifestations, et qu'une personne des forces de l'ordre meurt, qu'est-ce qui se passe? Ils sont surchauffés. Et c'est ce qu'on nous expliquait dans les milieux militaires, que lorsque un des leurs est touché, ils sont surchauffés, et alors là, c'est encore difficile de les calmer. Ça aussi, ça n'a pas de raison d'être. Mais voilà un peu la somme d'escalade qui a provoqué le truc de Zeglé hier, qui n'a pas de... C'est-à-dire que ce truc-là, ça n'a pas de raison d'être. Il n'y a même pas d'élément palpable que tu peux se dire que ça devait évoluer jusqu'à ce niveau, sauf la médiocrité d'un certain nombre de personnes. Sauf le ministre des Mines est interpellé, le Premier ministre est interpellé, et vous l'avez dit, en tant que député, le président de la République doit taper du poing sur la table. Naturellement. Mais maintenant, nous allons retourner encore à l'Assemblée nationale où la loi proposée par la NC l'a dit n'a pas pu prospérer. Mais avant de revenir, on marque la pause. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes toujours à l'écoute de Victoire FM sur la 96.3, également sur le www.radiovictoire.fm. Notre frère qui est en Belgique, qui nous a fait signe. Merci de nous écouter toujours de ce côté en direct. Et ce matin, notre invité, c'est l'honorable Kissi Jean qui est avec nous. Alors, honorable, avant de retourner à l'Assemblée nationale, j'aimerais vous poser cette question. Vous faites partie d'un comité qui pilote, en tout cas, qui travaille par rapport aux problèmes qui concernent l'exploitation minière dans les 3 préfectures, notamment le phosphate. Alors, ma question est de savoir, quelles sont les dispositions que vous aviez prises pour indemniser ou bien reloger, déplacer les populations dont les localités sont touchées par les gisements miniers? Ou comment ça se fait de par le monde? Oui, nous, au niveau du comité, on appuie les revendications des populations. Peut-être commençons par la fin. Comment ça se fait de manière générale? Lorsque on récupère un site et qu'on veut exploiter des ressources minières dans le sous-sol, on construit en premier lieu ce qu'on appelle la cité de relogement. La cité qui permet de reloger les gens. Avant de toucher à une seule goutte du minerai, c'est cette cité-là qu'il faut construire d'abord. Puisque là où les gens sont, ils cultivent, ils font leur champ, c'est de ça qu'ils mangent. Ils ont leur petit marché là, de nuit, là, etc. Vous ne pouvez pas aller le prendre sans savoir où est-ce qu'ils vont loger, où est-ce qu'ils vont dormir, sans savoir quelle est l'activité qu'ils vont pratiquer, là où ils sont, est-ce qu'ils vont pouvoir pratiquer l'activité. Donc, l'orthodoxie, c'est qu'on construit la cité de relogement et les infrastructures avant de déplacer les gens et avant de commencer l'exploitation. C'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça que ça se fait. Dans la plupart des cas même, la cité qu'on construit est toujours hautement plus belle que là où on déplace les gens pour que les gens aient même de l'engouement de pouvoir y aller. Oui. Maintenant, et c'est pour ça que la question, il y a un problème au Togo. Et je crois que c'est toujours la question des locales. Parce que lorsque, par exemple, vous construisez les logements des gens, ça c'est pour les gens de manière privée.
Maintenant, lorsque vous avez un certain nombre de ressources et que vous voulez savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour les populations, qui vous devez toucher? C'est les maires. C'est les présidents, c'est les conseillers municipaux, c'est les élus locaux. Oui. C'est à eux que vous devez dire, ici, là où nous sommes, les populations que nous avons déplacées, ils cultivent 100 hectares de champs. Mais on va les reloger, on va les amener sur le site ici. Mais si on les amène sur le site ici, vous, les élus locaux, discutez avec eux pour savoir quelle est la prochaine activité. Comme il n'y a plus 100 hectares de champs là-bas, quelle est la prochaine activité qu'ils peuvent faire? On peut décider de leur construire un marché important où ils amènent les produits, etc. Et c'est pour ça que souvent dans la clause, quand vous allez à l'ITIE, etc., dans la clause, il est même prévu d'engager des gens de la localité jusqu'à concurrence de 25% des populations. Parce que ça permet de prendre un certain nombre de personnes qui vont travailler dans la société et qui vont nourrir d'autres bouches, etc. C'est les compensations qu'on fait par rapport aux activités que les gens font dans le milieu avant que vous ne les délogiez. Oui. Voilà un peu ces études qu'on fait avant qu'on opère tout ça. Et maintenant, au niveau de votre comité, vous ne procédez pas ainsi? Non, mais c'est-à-dire c'est la société. Puisque le cas Zéglé, par exemple, c'est les gens eux-mêmes, on exploite depuis en 2011, je pense. Et c'est maintenant que les gens sont en train de construire eux-mêmes. Tout à fait. Les logements. C'est la société et l'État, c'est l'État et la société et les élus locaux qui doivent imposer ça. C'est pour ça que moi, je faisais des pieds et des mains pour que dans la loi des finances, on incorpore un certain nombre de dispositions qui fassent tout ça. C'est vrai que ce n'est pas la disposition qui va faire que les choses vont se faire s'il n'y a pas d'élus locaux. Mais au moins commencer quelque part en sachant qu'un jour, les élus locaux vont venir. Non, je pense que normalement, c'est comme ça que ça doit se faire. Nous, au niveau du comité de suivi, on accompagne juste les populations. C'est les populations qui revendiquent. Et au niveau, lorsque les populations revendiquent, nous on fait le suivi pour voir si ça se réalise, pour qu'il n'y ait plus de problèmes dans le milieu. Parce que s'il y a des problèmes, c'est le préfet qui va le gérer. S'il y a des problèmes, c'est le député qui va être interpellé. Et c'est pour ça que nous n'avons même pas d'obligation d'être impliqués, mais nous nous impliquons parce que par rapport à notre rôle, nous savons qu'il faut gérer ça pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais imaginez qu'il n'y ait pas encore, lorsqu'on demande aux gens de dégager, qu'il n'y ait même pas encore d'eau potable, qui est la base. Mais c'est-à-dire que il y a des choses, c'est-à-dire qu'au Togo, sur un certain nombre de sites, tu as l'impression que tu es sur une autre planète là. Vous avez l'impression que vous êtes sur la planète Mars. Qu'on dise que l'eau potable n'est même pas encore finalisée au moment où vous demandez aux gens de partir. À savoir que les établissements scolaires ne sont pas finalisés. À savoir que le dispensaire qui avait sur l'autre site, le dispensaire n'est pas encore réétabli sur le nouveau site avant que cela ne soit fait. Mais c'est inimaginable. Je vous ai ramené un problème la fois dernière sur le site de Atchéti, où ils étaient en train de prendre du sable gravillonné pour aller faire la route au niveau de Colas. Et on ne sait pas qui le prend. Apparemment, sur le site de Zéglé aussi, ils sont en train d'exploiter un sable là-bas. On ne sait pas encore qui le prend, alors que c'est du sable de Remblai. Voilà. Mais cela pouvait servir à réaliser des choses quand même dans le village. Partout où tu prends du sable gravillonné pour aller le vendre, comment on l'appelle dans la nomenclature de l'État, on l'appelle carrière. Toute carrière a des règles de fonctionnement. Toute carrière a des taxes qu'il paye. Et voilà, l'exploitation de la carrière doit permettre aux élus locaux, le maire de la ville, le président du conseil de la ville, le président de la délégation spéciale de la ville, de voir qu'est-ce qu'on peut réaliser avec. Mais ici, on exploite des carrières, on donne quelques sous à un certain nombre de populations et puis on leur dit, ok, vous nous laissez exploiter et on prend le sable de Remblai, qui est du sable de Remblai. Mais il y a trop de pagaille. Lorsque la pagaille est tellement aussi accrue, on parle là de veau là. On ne parle pas encore du fer de Bangeli, qui est plus grave parce que le fer, c'est un métal quand même dur, qui est plus grave. Le fer, c'est un métal qu'on travaille avec le feu. On n'en parle pas encore. Mais lorsque ça arrive à ce niveau, voilà. Lorsqu'on arrive à ce niveau-là, il faut que le chef de l'État tape du poing. C'est ce que je dis. Il ne peut pas croiser les bras derrière le dos ou mettre les deux mains dans les poches et puis voir ça se passer. M'a-t-elle l'emmener vidéo? Mais ce n'est pas possible là. Moi j'imagine pas. En tout cas, nous allons prendre les auditeurs maintenant sur le 22 21 80 99 92 02 80 63. Avez-vous une question à poser à notre invité, le député Kissi Jean? Alors, auditeur qui est en ligne. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Jacques. Oui, Papa Sibiti. Je vous remercie aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Merci. Mon député. Oui, Papa Sibiti. Honorable, ça fait la deuxième fois. Je voudrais
d'abord vous présenter, je vous aime parce que vous êtes un de mon scène et le plus grand orateur grec. Maintenant, je vous ai eu, je vous propose les doléances de la population togolaise. C'est ça. Vous ne pouvez pas faire tout pour que UNIR ne sera pas contre. La ANC a dit, pour les accidents, il faut être victime d'abord. Vous ne pouvez pas leur proposer qu'il y ait un fonds, avoir un directeur de l'hôpital pour ça dès que quelqu'un arrive, parce qu'il faut être victime d'abord avant de savoir ce qui se passe. Moi, j'ai été victime. Ni était le président de la Cour constitutionnelle, le docteur Agouke, M. Absalami. Vraiment, vous arrivez là-bas, vous n'avez plus la conscience. Deux, je vous avais saisi pour les retraités. Vous allez me laisser votre numéro. Le mien, c'est 90 99 20 72. Vraiment, Papa Sibiti. En tout cas, à la fin de l'émission, vous pouvez toutefois rappeler. Et là, le député pourra en tout cas prendre votre contact. Merci beaucoup. On prend Lucien. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, ça va bien. Nous vous écoutons. Bonjour l'invité. Bonjour, Lucien. Bon, je voudrais demander l'oral ici vient de poser une question qu'il a conformé commission. Et il y a les députés des Giors, de Vaud, de Lac-dedans. Bon, est-ce que ce comité existe réellement? Un. Deux. Pourquoi Zeglé est passé par là? Parce que Zeglé, normalement, il devait anticiper. C'est ça, oui, exactement. Là, voilà. je déplore beaucoup ce qui s'est passé à Zeglé. Oui. Et j'ai des familles là-bas. Je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose. D'accord. Merci beaucoup. Bien noté. Pour vous, notre invité vous répondra dans un court moment. Nous, on va prendre Senghor. Bonjour. Bonjour Senghor. Joachim, comment ça va? Ah, c'est l'évangéliste Senghor. Ouais. Oui, nous vous écoutons, ça va bien. Je salue l'honorable Jean-Kissi Shalom. Merci. Que Bon, la paix soit avec vous. je voudrais poser une question pour savoir quelle est la différence entre un élu du peuple et un nommé du président. Parce que vous venez de dire tout à l'heure que vous avez écrit une lettre au DG du port, il n'a pas répondu. C'est ça. Bon, j'ai vu aussi des ministres, des députés plutôt, qui sont partis auprès du ministre et on ne les a pas reçus. Bon, parce que je vois qu'il n'y a pas une considération pour un élu du peuple. Bon, deuxième question. Bon, qu'est-ce que vous faites dans votre milieu, là où vous êtes élu, comme pour aider la population? Comme quoi? Un projet. Ah, d'accord. Voilà, pour aider votre population. Parce qu'on voit, on attend tout du gouvernement, que le gouvernement va payer des emplois. Qu'est-ce que les députés font à leur côté dans ce projet quand même? D'accord. Merci et bien noté pour vous. On va prendre un autre. Allô? Kofi, bonjour. Oui, bonjour. Oui, nous vous écoutons, Kofi. Non, c'est pas Kofi, c'est Maurice. Ah, Maurice. D'accord, excusez-moi. Je salue l'honorable. Oui, bonjour Maurice. Merci. Je voudrais savoir, au niveau de votre comité de suivi, vous que vous avez dit que vous accompagnez la communauté, je voudrais savoir, est-ce que vous étiez au courant de la manifestation de l'autre fois? Parce que je voudrais savoir quelles mesures vous avez prises en ce sens pour éviter que le pire n'arrive. Merci Maurice, bien noté. On prend Rachad. Rachad, bonjour. Bonjour Joachim. Oui, bonjour. Oui, j'ai suivi le député Kissi tout à l'heure. Il était en train d'expliquer ce qui devait revenir aux préfectures sur l'exploitation minière. C'est ça. Bon, je ne sais pas si il n'avait pas terminé quand on faisait le budget. Est-ce que c'est ce qui revient aux préfectures là? Ça a été pris en compte? Non. Et si ça a été pris en compte, ça veut dire que aujourd'hui, les populations qui sont en train de se faire tuer là-bas, là, sont en inflation. Les élus de leur préfecture doivent avoir les retombées de ces recettes pour que toutes ces infrastructures en question soient exécutées. Mais je ne sais pas si effectivement ça a été pris en compte ou pas. D'accord. Revenons aux préfectures. C'est par rapport à ça, j'appelais pas. D'accord. Merci beaucoup pour la question de manière précise. Victor, bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Oui. Je
l'honorable. Bonjour, monsieur Victor. Oui, d'accord. Et la fois passée, j'ai posé une question, Joachim a traversé la question là. Je reviens sur la question. Bon, nous voyons tout ce qui est vraiment important, c'est la limitation du mandat et l'élection à la décentralisation. Mais tout ce que nos députés ou honorables nous font, ils votent des lois, et je vais juger, excusez-moi un peu, les points entre guillemets un peu inutiles. Ce n'est pas important d'aller auprès de leur circonscription électorale pour expliquer la limitation du mandat, et UNI aussi va dire ces raisons pour lesquelles il ne veut pas pour le moment voter la limitation de le mandat. Est-ce que c'est encore utile que, tant que ces lois ne sont pas faites, d'aller encore siéger encore au niveau du Parlement? Merci, l'honorable. Voilà, pour ne pas traverser, on commence par Victor. Non, c'est-à-dire que c'est vrai que le deuxième volet de l'émission devait concerner les réformes, etc. Mais on n'en a pas le tellement sujet parlé. était tellement fort, comme c'est une question d'actualité, et qu'on n'a pas pu traiter, c'est dommage. Mais mon ami, je dirais tout simplement deux mots. Comme on n'a pas le temps, il ne faut pas considérer que c'est mon approche de la question, mais je dirais tout simplement deux mots. La question des réformes est une question importante. Mais l'exemple que je vais donner, et ce qui avait été important, c'est que vous vous souvenez que nous avons eu, avant les élections de 2015, ce que nous avons appelé le fameux conclave. Et vous vous souvenez que c'est dans la discorde que j'étais parti du conclave. Pour quelle raison? Parce qu'au conclave, j'avais dit que les réformes étaient plus importantes que la candidature, une question de candidature unique. Qu'une question de candidature unique n'était pas la solution. Et nous avions une feuille de route pour les réformes. Et la feuille de route voulait que dès que nous nous sommes entendus au niveau de l'opposition pour savoir quelle réforme faire, nous devons approcher le groupe parlementaire uni pour essayer de les convaincre de l'utilité de ces réformes-là avant de passer à l'étape. Et que c'est cette étape qu'on n'a pas faite là, que moi je trouve qu'on est sur une voie qui pouvait encore échouer. Vous vous souvenez? Donc c'est pour lui répondre que oui, c'est vrai, que c'est bon de parler à l'unir et de savoir qu'il faut arriver à faire comprendre à tout le monde que les réformes sont importantes et savoir aller vers les compromis, les consensus nécessaires. Mais ce n'est pas à moi de venir dire ici, là où les choses ont cloché, parce que tous les Togolais nous ont suivis. Juste parce que je n'ai pas le temps de répondre à ça, juste cet élément pour essayer de le satisfaire, pour dire, si nous reconnaissons aujourd'hui que nous avons fait des erreurs par le passé, alors tenons compte de ces erreurs-là et engageons la chose sur la bonne voie aujourd'hui pour qu'il n'y ait plus de risque d'échec. Voilà. Alors, Papa Sibiti, est-ce qu'il ne faille pas faire une proposition de loi ou bien demander à ce que l'État puisse mettre un fonds de côté pour les urgences, surtout par rapport au service des urgences où il n'y a rien du tout. Et ça doit être fait dans le budget, a-t-il dit. Il y a ce qu'on appelle le service social de l'hôpital. Vous le savez, c'est-à-dire que lorsque vous avez une situation dure dans un cas les social, indigènes, voilà, les cas, un service social, il y a, normalement, il doit y avoir dans chaque hôpital de renommée les CHU, les CHR, au moins à ces deux niveaux-là, une direction importante qui est chargée de cette affaire-là. Ça veut dire que lorsque le budget vient, on doit voir dans le budget les fonds qui sont alloués à cet aspect. Et ce fonds-là doit être là avec un service assez compétent que lorsqu'un cas est un cas désespéré, c'est un cas d'indigénat, on va là-bas, on négocie, on étudie la question, il étudie la situation sociale et l'état de santé de la personne et par rapport à ça, ce service fait quelque chose. Je crois qu'il faut donner la force qu'il faut à ce service-là, ce qui ne se fait pas pour le moment. Je suis d'accord avec lui. Et Papa Siti avait demandé aussi que vous puissiez prendre en compte les retraités. Oui, je lui avais répondu sur cette question de retraités. Ce n'est pas le sujet du jour. Je l'appellerai, j'ai retenu le numéro. Il a dit rapidement, mais c'est 90, 99, 20, 72. Je veux le rassurer que j'ai retenu. Mais vous avez noté le numéro très rapidement. Ah, mais c'est bien. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une commission. Est-ce que ce comité-là existe et travaille réellement? Oui. Concernant les trois préfectures où on exploite le phosphate. Je voulais répondre à mon ami. Le comité technique existe. Et lorsque le comité technique doit se réunir, on invite tous les députés. C'est vrai que ce n'est pas tous qui sont sur le territoire en ce moment. Le comité existe. Mais le comité est destiné à se retrouver une fois par semestre ou à la limite une fois par an, parce que le comité c'est l'évaluation, c'est 120 personnes, ce n'est pas 120 personnes qui vont aider à agir. Le comité c'est l'évaluation, c'est-à-dire faire le point en fait pour savoir
ce qui est fait, ce qui se fait. C'est comme on regroupe un comité pour faire un budget local à la fin de l'année pour les mairies, par exemple. Le comité là est un peu à ce niveau. Mais au sein de ce comité technique-là qui regroupe ce large éventail-là, il y a un comité de suivi qui, lui, se retrouve chaque fois que les populations d'un milieu, d'une localité évoquent un certain nombre de revendications, rapidement le président du comité demande à ce qu'on se retrouve. Et c'est le même comité qui s'est retrouvé le 8 août dernier. Et lorsque le comité s'était retrouvé, ce n'est pas les gens de Zéglé qui nous avaient interpellés, mais on a convoqué aussi quelques représentants de Zéglé et on a eu la chance d'ouvrir des discussions pour discuter en même temps. Mais quand même, vous n'avez pas pu anticiper sur le cas. Non, parce que la SNPT nous avait rassuré que les choses se font et qu'ils sont en harmonie avec les populations. Ils nous avaient dit que l'adduction d'eau est en cours et que ça va être finalisé bientôt. La construction du bâtiment scolaire est en cours. Donc, un certain nombre de choses. Ils nous ont rassurés. Et nous avions même dit que nous allions aller sur le terrain un peu pour faire le suivi. C'était prévu, on n'a pas encore eu le temps de le faire. C'est le 8 août seulement qu'on s'est retrouvés. Si ce n'est pas cet incident, c'est pour ça que je suis amer que cet incident qu'on n'a pas pu gérer par médiocrité des gens ait pu déclencher une situation comme ça. Jusqu'à ce qu'il y ait mort d'homme. C'est grave. Oui, mais est-ce que vous étiez au courant? Non, pas du tout. Moi du tout, non. C'est-à-dire que moi, quelqu'un m'a signalé qu'il y a quelque chose qui se passe aux Zéglé. Alors j'ai demandé à un de mes représentants dans les préfectures de s'arrêter et de voir ce qui se passe. Et effectivement, il a pris le risque de s'approcher. Un homme d'un certain âge d'ailleurs, très âgé, mais qui a pris le risque de s'approcher de là, au moment où les faits se passaient, pour pouvoir me relater ce qui se passait sur le terrain. Donc au moment, lui m'a relaté jusqu'à ce qu'il a appris l'accident du gendarme. C'est au moment où le truc se passait, l'affrontement ou disons l'incident se passait, c'est en ce moment que vous avez eu l'information. C'est en ce moment que j'avais appris, je crois autour de 12h30, 13h même, si mes souvenirs sont exacts. Donc on n'était pas au courant. Alors que le préfet de Zion fait partie du comité. Si on lui avait dit que les gens étaient sur le terrain, il avait déjà été. Il a été un jour là-bas, on a failli même le lapider, mais au moins, c'est-à-dire le fait qu'il a pris le risque en tant que représentant de se mettre devant eux, ils ont été ramollis, ils n'ont plus fait ça. Et ils ont pris le temps de discuter. Et c'est ça qui a permis de poursuivre les travaux. En principe, normalement, avec l'arrivée des forces de l'ordre la dernière fois, le préfet aussi pouvait toutefois profiter et venir pour que les populations se dispersent dans le calme. C'est lui qui devait aller avant les forces de l'ordre même. Généralement, c'est lui, je dis, le cas était déjà présenté et c'est lui-même qui est allé. Généralement, c'est lui qui va avant les forces de l'ordre. Parce que quand il y va, quelqu'un qui est issu du milieu, le prendre parce que vous êtes énervé et commencer par le taper, ils ne peuvent pas. Donc, en le rencontrant comme ça, ils sont obligés, même s'ils l'insultent beaucoup, arrivé à un certain moment, ils sont obligés de mettre balle à terre et de discuter. En tout cas, quand on gère une affaire publique, parfois, on est comme le dépotoir. Voilà. Mais cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, c'est les gendarmes qui étaient à la pointe, à la première. Avant lui. Oui, je ne sais pas pourquoi les gens de la SNPT peut-être cela lui aurait échappé. Non, c'est peut-être... C'est les gens de la SNPT qui ont... voilà. Oui, mais dernière question à vous, posée par l'évangéliste Senghor. Différence entre élus du peuple nommé du président, ce n'est pas trop important pour moi. Mais que faites-vous vous-même en tant que député dans votre localité comme sous forme de projet? Non, vous avez raison. Hein. Le député togolais, nous l'avons dit, le Togo est dans une situation où quand vous êtes élu, vous êtes assailli par les factures d'hôpitaux. Vous êtes assaillis par les gens qui ont envie de faire des semaines culturelles. Vous êtes assaillis par des différentes manifestations culturelles. Et moi, Non, s'il vous plaît, monsieur Kissi. En termes clairs, les gens viennent vous demander de l'argent? Mais naturellement, quand quelqu'un, maintenant c'est les funérailles, quand quelqu'un décède et qui est un proche de vous, qui a participé à la campagne ou qui est membre du parti, naturellement on s'adresse à vous. Naturellement, quand quelqu'un va à l'hôpital, on vient vous dire que lui là il est. Même des gens qui organisent des semaines culturelles dans leurs établissements, ils vous approchent, des gens qui font. Moi, dans ce dossier que vous avez là, il y a encore un certain nombre de manifestations, de trucs qui sont payés et tous demandent. Qu'est-ce que vous êtes obligé de faire? Vous êtes obligé de satisfaire un peu parce que c'est l'état dans lequel les gens sont. C'est pour ça que moi, je souhaite une révision de la loi aussi, des indemnités, des dispositions des députés qui fassent qu'on prévoit comme en France un budget qui est chargé de réaliser les projets et un minimum qui est chargé des indemnités des députés. Comme ça, mais quand même, on a augmenté votre indemnité. Non, mais c'est ce que je dis, que les doléances qui sont là, elles sont trop énormes. Moi, je préfère financer les organisations paysannes plutôt que de financer ces choses-là. Mais lorsque quelqu'un vient te voir pour dire que quelqu'un est à l'hôpital,
ou quelqu'un est mort, il doit être enterré. Dans le deuil, si vous ne l'assistez pas, c'est comme si vous êtes un type mauvais. Voilà les problèmes que nous avons. Voilà, malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Alors, député Kissi, votre mot, rapidement, quelques secondes s'il vous plaît. Comme votre technicien le dit, de dire un mot de fin, je considère que le chef de l'État doit agir. Il doit agir. Il ne peut pas rester dans son palais, mettre les deux mains dans les poches et puis laisser ces événements se passer. Non, il doit agir. Voilà. Sinon, c'est le mandat social. Alors, messieurs et dames, c'est fini donc.